Bonjour Patrick, nous sommes mercredi 5 décembre et c'est la seconde édition de FI 15 l'hebdo. Ma première question va porter sur cette semaine riche en actualités. Qu'as-tu à nous en dire? Eh bien, mon sentiment est que nous sommes dans une phase très très importante de la contestation, évidemment, comme on a pu tous le voir. Je pense que c'est quelque chose qui va correspondre et qui va se finir par s'agréger au mouvement de la France insoumise, en tout cas on le souhaite, mais surtout ce qu'on s'aperçoit c'est que nous avions été plus ou moins, je n'invente strictement rien, on l'a entendu beaucoup, Jean-Luc Mélenchon l'a dit et à juste raison, une grande partie des revendications des Gilets jaunes se trouve être contenues déjà dans l'avenir en commun, ce qui d'ailleurs n'est absolument pas étonnant puisqu'il s'agit d'une politique sociale et de redistribution, donc c'est normal. Voilà. Et tu souhaitais poursuivre cette semaine avec 3 thèmes de ton choix. Pour commencer, les violences policières. À ce sujet, Castaner a décidé de revoir les conditions de maintien de l'ordre. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Alors pour moi, ça signifie que ce gouvernement est aux abois et qu'il est capable d'envisager une police, il nous l'a expliqué d'ailleurs, beaucoup plus mobile pour les manifestations qui vont avoir lieu le week-end qui nous vient. Et alors que jusqu'à présent, la police avait pour instruction de garder à distance les manifestants. Et donc pour éviter des heurts. Alors, quand M. Castaner nous explique ça, on veut bien l'entendre, on l'écoute avec toute bonne foi, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser aux images. Et pour ceux qui ont assisté à ces manifestations, que depuis à peu près une décennie, et en tout cas depuis les dernières manifestations, il se produit sans arrêt des heurts. À savoir que nous retrouvons quand même des policiers qui se mettent à poursuivre des jeunes gens, les tabasser. Preuve, il y a une petite vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Ce jeune homme s'appelle Mehdi. Il a été vu en train de filmer la manifestation. Je crois que c'est aux alentours il me semble avoir reconnu aux alentours des Champs-Élysées. Et il y a un groupe de CRS qui se précipite sur lui. Il est tout seul, hein. Et puis qui commence à le taper, le bastonner, un autre groupe qui arrive. Enfin bon, c'est un véritable carnage. Alors évidemment, on pourra nous objecter qu'il y a eu des policiers qui ont été un peu molestés. Certes, on nous a montré tout le week-end, enfin tout après le week-end dernier, pendant 2 jours, un policier qui a été mis à terre, qui a été effectivement frappé, mais qui a réussi à se défaire de ses assaillants, aidé par des gilets jaunes et qui, bon an mal an, bon, est reparti sans doute peut-être un peu sonné, mais en tout cas on n'était pas dans une scène de lynchage comme on a pu l'assister avec cette vidéo de ce jeune homme. Et donc du coup, tu t'es intéressé aux doctrines du maintien de l'ordre en Europe. Oui, tout à fait. Je me suis intéressé en me posant des questions, en me disant qu'est-ce que ça signifie. Donc il existe des doctrines différentes, ça on pouvait s'en douter, mais que font nos voisins? Alors, comme je sais que M. Macron et ses affidés ont une tendresse absolument affichée pour la patrie de Mme Merkel, je me suis dit on va aller voir ce que font les Allemands. Et alors, ce que j'ai découvert comme doctrine en Allemagne pour les manifestations et les policiers, c'est un plaidoyer contre la violence d'État, ce qui est quand même assez remarquable. Alors, je vais le lire parce que je l'ai noté tellement ça m'a paru intéressant. Très explicitement, les autorités allemandes disent qu'on ne combat pas la violence par la violence. Premier point. Quand bien même on l'appellerait légitime, c'est-à-dire la violence d'État. En Allemagne, le flashball, les armes non létales, les grenades sont strictement prohibées car jugées trop dangereuses. Ce qui est quand même tout à fait intéressant. Donc cette doctrine en vigueur porte le nom de désescalade, on avait compris. Elle a été mise au point il y a quelques années à la suite de bavures très très graves en Allemagne où il y a eu, à la suite de manifestations, des policiers qui ont perdu contrôle et qui ont tiré sur la foule et qui ont tué des gens. Donc les Allemands
qu'on ne peut sûrement pas penser comme étant un peuple ou une nation laxiste, ont décidé d'avoir une position tout à fait différente. Donc on espère, on attend de voir que ce qui a été promis par M. Castaner ira dans ce sens-là, plutôt que d'un rapprochement, c'est-à-dire une mobilité, qui irait donc immédiatement, directement à l'affrontement, parce qu'il s'agit de ça. Alors, j'ai noté aussi autre chose, que dans l'apprentissage pour les policiers français, dans les écoles de police, la foule est une et indivisible. Elle a des pulsions animales et n'obéit qu'à son meneur. Les Allemands, eux, considèrent que la foule est composée d'individus, que tous les individus sont accessibles à la raison. Ils essaient donc de se centrer sur les petits foyers qui sont susceptibles de faire basculer les manifestations. D'accord. Et donc, que crois-tu qu'il risque de se passer ce week-end? Es-tu inquiet? Alors oui, pour ce week-end, je suis inquiet. Je suis inquiet du piège tendu par l'exécutif aux Gilets jaunes. Je pense que comme je viens de l'expliquer, les Gilets jaunes vont venir sans autorisation. À nouveau, peut-être vont-ils vouloir, pour certains, plus ou moins reconquérir les pavés près de l'Arc de Triomphe, des Champs-Élysées ou d'autres lieux. On ne sait pas à quoi on peut s'attendre, il y a plusieurs choses qui circulent en ce moment. La seule chose qui est tout à fait inquiétante, c'est que là, les forces de l'ordre ont bien décidé d'en découdre, manifestement, avec un accord plus ou moins tacite du ministre de l'Intérieur qui est absolument très très vexé d'avoir été convoqué auprès de ces deux assemblées. C'est quelque chose qui pour lui a été extrêmement sensible, nous l'avons vu. Et donc ce que je crains, c'est que la violence soit présente, alors que la Macronie, depuis quelques jours, fait des concessions, explique qu'ils sont prêts à faire d'autres concessions, simplement en se moquant des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ne tombent pas dans entre parenthèses, le panneau. Donc pour certains viendront, à mon avis une grande catégorie, peut-être avec d'autres, avec des routiers, avec d'autres, une agrégation très populaire, une convergence des luttes, là pour le coup. Un peu effectivement inattendu, en tout cas pour le monde politique, qui ne l'avait pas trop vu venir, mais ça peut être tout à fait dangereux parce que le gouvernement prône la paix sociale en disant qu'il va faire des concessions, puis on se reverra dans 3 mois, etc. Enfin, qui ne répond pas réellement aux questions des Gilets jaunes, qui sont de toute façon exaspérés. Et donc ce qui est à craindre, c'est une violence. Alors la violence, ça fait donc effectivement des gens blessés, ça peut faire des décès, ça peut créer effectivement des incidents extrêmement graves. Et de toute façon, dans ces cas-là, ça desservirait le mouvement des Gilets jaunes. Je ne pourrais pas dire que le gouvernement a ça dans l'idée, mais on est dans une probabilité, une question politique en tout cas. On a vu pas mal de représentants des Gilets jaunes cette semaine sur les plateaux de télévision. Que penses-tu du traitement qui leur a été réservé? Bon, c'est assez ce que j'ai pu en voir. J'ai beaucoup regardé, comme nous tous, sur des chaînes, ce qui est retransmis aussi également sur les réseaux sociaux. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les représentants du gouvernement, de l'exécutif, d'abord ont peur de venir sur les plateaux, puisque ce sont toujours les mêmes. Ce sont des gens qui ne sont pas des gens de premier plan du gouvernement, qui n'osent pas venir affronter. Par exemple, si M. Édouard Philippe était un homme courageux, sûr de sa compétence et sûr de son activité politique, de son programme, il viendrait face à des Gilets jaunes, qui sont des gens pas du tout agressifs, des gens qui ne sont pas dans l'invective, bien que n'ayant pas l'habitude d'être sur des plateaux, et ils savent tout à fait se contrôler et rester extrêmement corrects et extrêmement polis, malgré parfois des attaques qu'on leur fait de façon très très malhonnête, intellectuellement extrêmement malhonnête. Et donc cet homme, M. Édouard Philippe, il n'a même pas eu le courage de venir. Il n'a pas le courage de venir affronter.
des gens qui après tout sont dans la rue et leur disent écoutez, votre politique ça suffit, vous nous avez raconté des histoires, nous on n'en veut plus, nous sommes au bout du rouleau, il faut nous aider avant que ça se finisse mal, tout simplement. On peut penser aussi qu'il y a un changement de stratégie du gouvernement. Justement, il envoie les jeunes au casse-pipe, et étant donné qu'Édouard Philippe est plus dans la position d'un fusible, Macron s'est mis très en retrait, et on voit aujourd'hui qu'Édouard Philippe maintenant est en première ligne de front. Alors ce qu'on peut se demander, et ça je ne sais pas, ce qu'on peut se demander c'est si Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont sur la même ligne. Ça je ne sais pas. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est un homme qui est arrivé tout à fait par hasard. Il a fait un casse. Il est devenu président de la République. Il le dit lui-même. Il l'a dit lui-même en prenant en faisant miroiter à une partie pour former son gouvernement, d'anciens socialistes qui peuvent porter le nom de socialisme mais qui n'est pas tout à fait de gauche, et puis quelques républicains, dont M. Philippe. Est-ce que M. Philippe est tout à fait sur la même longueur d'onde que M. Macron? Ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se dit de plus en plus sur les plateaux, c'est un peu la versatilité, l'inconséquence et l'espèce de fatuité presque infantile de M. Macron. Ça, ce sont des gens qui le disent et qui ne sont pas habitués à avoir des propos, je dirais, anti-gouvernementaux, qui sont plutôt des gens légitimistes, soit des commentateurs, soit des hommes politiques. Alors ils ont envoyé effectivement de jeunes gens et femmes en face des gilets jaunes, qui sont tout à fait charmants, qui ont des petits costumes extrêmement bien coupés, je dois remarquer. Des jeunes loups, oui. Oui, enfin moi je trouve que ce sont plutôt de jeunes... Enfin bon, c'est pas tout à fait des loups, quoi. Ils se pensent des loups, mais ce ne sont pas des loups. Et qui ne comprennent rien. C'est-à-dire que les gilets jaunes leur expliquent des choses, leur expliquent combien la vie est difficile pour eux, et ils ne comprennent rien. Quand un gilet jaune leur dit, écoutez, moi je suis au SMIC, je n'arrive pas à m'en sortir, etc. J'ai vu une conseillère, dont j'ai oublié le nom, mais enfin une macroniste, qui expliquait à une dame qui gagnait 800 €, je crois, cette femme par mois, qu'il fallait qu'elle rachète une autre voiture, qu'on lui donnerait une aide, etc. Et c'était absolument ahurissant, parce que cette femme ne peut déjà s'est trouvée en cessation de paiement donc de certains de ses crédits, parce que c'est même pas pour remplir son réfrigérateur, c'est pour pouvoir mettre de l'essence dans sa voiture, pour continuer à travailler, pour ne pas perdre son emploi, c'est-à-dire qu'elle est dans une totale survie. Elle explique ça avec beaucoup de dignité, une jeune femme brune, qui explique tout ceci, et voilà quelqu'un en face qui lui explique qu'il faut faire les choses finement, intelligemment, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de chance de ne pas avoir de gens virulents en face d'eux, où est le bon temps, où sur les plateaux de télévision, les infects, les méchants et les odieux se prenaient une gifle. Peut-être que cette femme dépense mal son argent, on peut le penser. Oui, sans doute. En tout cas, si elle est pauvre, c'est qu'elle est un peu bête, ça c'est certain. Donc il faudrait l'aider à gérer. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils vont donner des aides aux gens qui sont en difficulté pour apprendre puisque tout est une histoire de formation, on a bien compris. Donc comment gérer son porte-monnaie? Voilà. Je pense que l'idée, c'est qu'il faudrait que les gens puissent comprendre qu'il faut acheter des porte-monnaies avec plusieurs poches. Et on met du sou pour ci, du sou pour ça, etc. Enfin bon, tout ça devient une horreur, mais la plus grande des horreurs de tout ça, c'est que donc ces jeunes macronistes qui répondent, qui sont dans une langue de bois absolument incroyable, non seulement sont persuadés qu'ils ont raison, ne comprennent pas ce qu'on leur dit, et sont complètement démunis, mais continuent à vouloir expliquer. C'est-à-dire que ce que l'on voit n'est pas fait du tout pour calmer les choses, et c'est pour ça que je suis donc inquiet pour la suite, parce que ceux qui sont venus sur les plateaux qui savent se contrôler, c'est très très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens devant leur poste de télévision ou derrière leur ordinateur, des gilets jaunes, ou en tout cas qui pourraient le devenir, qui sont absolument scandalisés. Donc c'est une façon de maltraiter, non pas le peuple, mais une population qui est tout à fait... je crois que on peut retourner à Napoléon III pour se souvenir à peu près de ce genre de choses, quoi. D'ailleurs, on n'en est pas loin de Napoléon III. Enfin, bon.
Oui, puis à propos de cette langue de bois éhontée, Oui. On constate qu'en plus, et ça c'est l'allocution de Mélenchon aujourd'hui à l'Assemblée, Mm. que finalement tous les problèmes ont été abordés, parce que eux veulent engager une discussion, mais la discussion elle a déjà lieu même au sein de l'Assemblée, et on découvre qu'il y a beaucoup de revendications qui sont dans notre programme Ouais. d'avenir en commun, Tout- qu'on retrouve dans le discours des Gilets jaunes. Nous vous avons proposé de taxer le carburant des compagnies aériennes et des bateaux de croisière, ce qui rapporterait autant que la surtaxe sur les carburants des pauvres gens qui ne peuvent faire autrement que d'aller en voiture. Vous l'avez refusé. Nous vous avons proposé d'interdire sur le champ le glyphosate. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé un système d'impôt plus juste où l'on répartirait sur 14 tranches ce qui aujourd'hui pèse sur 5, c'est-à-dire pour l'essentiel sur la classe moyenne. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé que les premières quantités de gaz, d'eau et d'électricité soient gratuites pour le commun qui ne peut s'en passer, car on ne peut se passer d'aucun de ces 3 éléments que je viens de mentionner. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé que le plus haut salaire d'une entreprise ne soit pas supérieur à 20 fois plus que le salaire le plus petit, ce qui est la revendication de la Confédération européenne des syndicats. Vous nous l'avez déjà refusé. Nous vous avons proposé de taxer les ventes de maisons à plus d'1 million d'euros pour financer la rénovation des logements mal isolés. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé de mettre en place le référendum d'initiative populaire pour proposer une loi, pour abroger une loi ou pour révoquer des élus. Vous nous l'avez refusé. Tout à fait. Dans 80% des doléances, des réclamations des Gilets jaunes qui circulent, ces choses-là ont été proposées par les Insoumis, le groupe des Insoumis à l'Assemblée. Et tout ça a été renvoyé avec un profond mépris pour ceux qui regardent de temps en temps les délibérations à l'Assemblée nationale à la télévision, ou qui peuvent s'y rendre. C'est un total mépris depuis le début, depuis presque 18 mois maintenant, d'un groupe d'opposition qui amène et propose des choses tout à fait sensées, et qui est totalement rejeté avec une absence de concertation. Il n'y a même pas de discussion, c'est rejeté, point. Et donc s'ils pensent qu'ils vont faire la même chose avec les Gilets jaunes, ils se trompent parce qu'à l'Assemblée, il y a 17 insoumis, ce sont des députés, certes, mais ils ne sont que 17. Mais là, il y a des milliers de gens dans la rue. Et je crois qu'ils n'ont pas bien compris l'histoire. Et donc on en arrive au second thème que tu voulais aborder. Il s'agit du peuple et de sa structure familiale. Oui, alors moi je suis frappé, mais je vais reprendre deux, trois choses que je viens de dire. Je suis frappé par la méconnaissance de ces dirigeants politiques sur la société française. Alors, ce ne sont pas des élus populaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait leur classe. Ils sont tous très très jeunes et ils sont tous issus de sociétés civiles, comme ils disent, mais leur société civile, c'est la société civile marchande. Alors, moi, je n'ai rien contre le marchand, le marketing et tout ce qui fait vivre nos sociétés, mais voilà, c'est la seule chose qu'ils connaissent. Ils ne se sont jamais fait élire à des postes de conseillers municipaux, dans les mairies. Ils n'ont jamais, ou pour 80% d'entre eux en tout cas, occupé des postes associatifs. Donc ils ne se sont jamais confrontés à une réalité quotidienne de difficultés, de souffrances et de savoir parler avec des gens qui ne sont pas comme eux. Donc tout d'un coup, ils se demandent ce qui se passe. Ils sont dans une sorte de bulle, mais sincèrement, c'est pas qu'une expression, ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Ils ne le comprennent pas. Alors, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en réalité, ça ne m'étonne pas tellement. Les dirigeants politiques que nous avons actuellement sont issus d'un long processus médiatique et public qui considère que les choses se règlent, que les choses se gèrent, c'est-à-dire que la politique se gère ou se règle comme dans les sociétés. C'est-à-dire qu'on va vers une sorte d'idée et de regard sur la société qui est
Le pragmatisme, c'est le grand mot. Le pragmatisme, on entend ça depuis 15-20 ans, y compris nos amis socialistes. Je crois que M. Jospin a commencé par parler de pragmatisme, ce qui est une vertu protestante certes, mais ce n'est pas tout. Et donc le pragmatisme, j'ai été chercher la définition exacte. Le pragmatisme, de la définition en anglais comme en français, est donné la simple capacité à s'adapter aux contraintes de la réalité, ou encore l'idée selon laquelle l'intelligence a pour fin la capacité d'agir et non pas la connaissance. Donc c'est vraiment un triste engagement politique, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on est là pour faire des constats, c'est-à-dire que le pragmatisme ou cette politique, moi ça me fait penser, je n'ai rien contre cette profession, mais à des médecins légistes. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils nous expliquent « Ah, ben, le mort est mort. Ah bon, ça ne va plus. Que faire? Bon, on va l'enterrer. » Mais ils ne se demandent pas pourquoi le mort est mort. Enfin, on est dans une espèce de chose absolument ahurissante. Ils sont... donc, en fait, j'avais noté, parce que j'ai pris des notes, c'est la doxa de l'entreprise. Ils ne connaissent pas la cité, c'est-à-dire le monde politique. Ils méprisent les corps intermédiaires, qu'ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire ce sont des gens qui peuvent tout à fait mépriser, y compris la haute administration, dont ils n'auraient pas été capables de suivre l'enseignement, ceci dit, pour ne pas les attaquer. Mais franchement, parce que les petites écoles de commerce ou l'ENA, c'est pas la même chose. À bon entendeur, salut. Et il dédaigne donc les gilets jaunes qui s'expriment sur les antennes. Voilà. En leur débitant leur mantra qui revient comme un mantra, bien sûr, c'est la réforme pour la réforme, on va voir, on va tout bousculer, on précipite, c'est la vitesse et puis c'est sans fin, c'est comme ça, c'est une espèce de fuite en avant qui... Eh bien, en quelques mois, effectivement, cette solution n'est pas apparue en 18 mois, sauf qu'il y a eu un déclencheur phénoménal qui a appauvri les gens et qui continue à les appauvrir si on ne cesse pas cette politique. Non seulement il faut la cesser, mais la redresser. Et en plus, il y a quelque chose d'assez scandaleux avec cette hausse de taxe qui est censée être consacrée à l'écologie, parce qu'on apprend que, et ça c'est Jean-Luc Mélenchon qu'on avait parlé dans cet après-midi à l'Assemblée, qu'une grosse partie de cette enveloppe en fait était destinée à combler, à rééquilibrer le budget et n'était pas du tout destinée à l'écologie. Oui, alors ça c'est quand même intéressant. Oui, Jean-Luc Mélenchon est amusant parce que dans sa grande tirade, il dit « et vous pensez que nous ne saurions pas que », et donc tout un tas de choses, et il arrive effectivement à cette chose, que vous avez écrit un texte qui est allé à la commission, disant que donc cette somme qui serait récupérée permettrait de pallier une partie donc des revenus que n'avait pas, donc qui étaient imposés à la France dans l'équilibre budgétaire. Donc en plus ils sont menteurs. Non seulement ils sont incompétents, ils comprennent rien, ils se moquent des gens, ils les méprisent, parce que le mépris, on assiste à ça depuis 18 mois. On va pas revenir sur tous les petits mots de M. Macron, mais le mépris, c'est ahurissant. On n'a jamais vu quelqu'un parler de cette façon à une population. Jamais. Même M. Trump ne parle pas comme ça. Puis toujours à l'extérieur en plus. Ah ben toujours à l'extérieur, oui, c'est fait grande preuve de courage. Ça on le voit. Mais sont-ils à ce point ignorants de la vie du pays ? Ben, je crois, oui, malheureusement, oui. Je crois que malheureusement, ils ont retenu de leurs études. Le plus souvent, c'est des études de commerce, de marketing, de communication. Bon, c'est très bien. Donc, cette façon d'isoler, de segmenter des individus, de les reconnaître sur un seul intérêt de consommation. En fait, ces politiques ignorent totalement une chose qu'ils devraient pourtant connaître, puisqu'ils ont eux-mêmes des familles. Ils ignorent qu'un individu est fait d'une construction psychique, sociale, générationnelle, régionale et familiale. Et que l'on ne peut pas imaginer que l'on va traiter un sujet comme un objet isolé.
Un individu est une multitude d'apports et les individus entre eux le savent bien. Et les Français, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils se retrouvent étant, on le voit sur les plateaux, des gens tout à fait différents, qu'on n'aurait pas imaginé voir ensemble sur un plateau défendant la même chose, si on prend cette fameuse segmentation, mais qui est simplement une segmentation marchande. Alors pourquoi pas? Sauf que la politique, c'est pas de la marchandise. Et donc, ils n'ont pas compris ça et ils savent pas gérer. Ils comprennent rien. Ils sont pas du tout... Alors que la plupart des Français trouvent dans leur milieu régional, familial, des gens totalement différents. On connaît bien ça dans les familles. Il y a des gens qui ont plus ou moins réussi, d'autres qui sont en difficulté, d'autres qui sont réfractaires à ceci, d'autres qui sont un peu trop se coulant un peu trop facilement dans le moule, etc. Bon, mais c'est pas grave. Ça fait partie d'un échange et on peut quand même s'entendre. Et on peut s'entendre à partir du moment on peut trouver des points communs, et le point commun, c'est l'intérêt commun de tous. C'est-à-dire que dans le moment où on peut se trouver une façon de se parler, de s'entendre, de s'écouter. Or, il semblerait que ces politiques, cette classe politique, les macronistes, je parle essentiellement de cela, bien sûr, ne comprennent pas du tout cette affaire-là. Ça leur est totalement étranger. Peut-être sont-ils tous fils ou filles uniques et issus de peut-être même de familles totalement isolées. Peut-être viennent-ils tous de Jupiter. Allez savoir. Ils n'ont aucune notion non plus de ce qu'est l'intérêt général. Finalement, aujourd'hui, l'intérêt général, c'est une notion qui est complètement piétinée. Avec la Macronie, elle a été déjà malmenée, mais aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est. C'est les intérêts particuliers plus que l'intérêt général aujourd'hui. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on pourrait oser une comparaison d'anthropologie, c'est-à-dire qu'ils pratiquent sur la société, pour essayer donc de la réformer, comme ils disent, des fouilles qu'on pourrait qualifier d'ethnographiques. C'est-à-dire qu'on est là, on fait de la datation, on prend les objets les uns après les autres, et on les met dans des cases, on les segmente. Or, en fait, la grande intelligence quand même, l'ethnographie c'est intéressant, sauf que si on n'est pas dans l'ethnologie, c'est-à-dire si on n'en fait pas quelque chose, ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de voir la relation entre l'objet, quand je dis l'objet et le sujet, c'est-à-dire l'objet, ce dont ont besoin les sujets, les citoyens. Je reviens sur les milieux familiales, régionaux, les milieux culturels. Ils sont incapables, ils dissocient les gens et ils sont incapables d'avoir une sorte de pensée politique qui amènerait un discours et une position rassemblant les Français et non pas les séparant. À ce titre, j'ai entendu ce matin sur France Culture à propos d'intérêt général, on a retrouvé cette petite citation. Oui. C'est Fanny qui me la donne. Oui. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est ce qu'avait dit Mélenchon. Mais c'est ce qu'a dit Mélenchon, tout à fait, c'est tellement juste. Et pour ceux qui ont un petit peu bourlingué comme moi, on le sait, et on le sait, et même, enfin les Grecs le savaient, tout le monde, on le sait depuis des années. Il y a que curieusement, les macronistes sont des gens qui viennent d'un autre monde. Non mais sincèrement, ça nous fait rire et ça nous agace à la fois. Et en même temps, on continue à être totalement étonnés. C'est-à-dire que on a affaire à des gens qui sont, je crois, sont de toute bonne foi, mais sont limités. Comme tous gens limités, ils sentent bien que ça va pas. Ils sentent bien que ça passe pas. Ils sentent bien qu'on leur dit mais non, vous voyez bien que ça marche pas, etc. Et ils sont tellement dans une espèce de position rigide qu'ils sont incapables d'entendre ce qu'on leur dit. Effectivement, mais vraiment on se demande d'où ils viennent. Alors ils viennent du monde de l'entreprise, mais moi qui ai fait carrière dans le monde de l'entreprise, c'est pas ça le monde de l'entreprise, c'est une très mauvaise compréhension du monde de l'entreprise. En plus, ils retardent de 20 à 30 ans. Ils seraient très bien, cette équipe-là, ils seraient très bien avec Thatcher ou Reagan. Ils sont totalement dépassés, y compris philosophiquement dans l'entreprise. Parce que la start-up, c'est pas l'idée du chef de file, le premier de cordée, etc. La start-up, c'est un travail collectif. Et puis deuxièmement,
gérer la société comme une start-up, c'est tout à fait oublier le passé. Or, le passé, on ne peut pas en faire table rase. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur un sédiment, pour revenir à des fouilles, ils arrivent sur un sédiment, alors ils fouillent là-dedans, ils grattent un peu, oh une cuillère, mais ils comprennent pas, mais à quoi servait donc cette cuillère? Ben, je ne sais pas, mais eux sont nés avec une cuillère dans la bouche, donc effectivement, une cuillère d'argent, merci beaucoup, dans la bouche. Bon, je vais arrêter de plaisanter avec ce truc-là, mais... Où ils sont munis d'une intelligence artificielle, c'est peut-être ça. Ah, ils pourraient être munis d'une intelligence artificielle, ce qui expliquerait qu'elle est parfois légèrement défaillante. Je veux juste ajouter que j'ai entendu, d'ailleurs, pour aller dans sous cet esprit-là d'incompréhension, c'est que j'ai entendu Madame de Montchalin, Amélie, je crois, de son petit nom, sur France Culture ce matin, qui nous a expliqué avec beaucoup de franchise, de volonté et de sûreté de son programme et de ce qu'elle faisait. Donc, on est en plein chambardement, chamboulement de gens qui sont dans la rue, qui n'en peuvent plus et qui expliquent combien la vie est difficile pour eux, voire combien ils sont pour une partie en survie. Et encore là, ce sont les classes moyennes inférieures, mais il n'y a pas les pauvres. Tous les gens qui sont très pauvres ne sont même pas dans les gilets jaunes. C'est-à-dire que tous ceux qui sont déjà délaissés, ceux-là, ils sont déjà out. On ne les voit même pas sur les écrans. Les gens que nous voyons sont des gens qui sont à la limite et qui craignent de tomber dans cette paupérisation à partir de laquelle, à certains moments, on ne peut plus sortir. Ça, faudrait qu'ils comprennent, ces gens-là. Et donc, Madame de Montchalin nous disait ce matin qu'après avoir réformé le Code du travail, il fallait maintenant s'attaquer aux retraites. Alors moi, j'appelle ça un programme guerrier, s'attaquer aux retraites. C'est-à-dire qu'ils considèrent, c'est-à-dire ils restent dans leur espèce de bulle de ce qu'ils ont étudié, step by step, comme on dit dans ces milieux-là. La stratégie du bulldozer. Et on se demande bien où se trouve la stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. Et eux, leur réponse, c'est dans la taxation des automobilistes. Alors moi, j'appelle ça des rustines, du rafistolage. C'est tout sauf une politique. Et ça a amoindri les dernières forces qui restent, les dernières forces de cette société française, qui restent pour pouvoir aider les plus démunis d'entre nous, et qui continuent à appauvrir l'ensemble de la société. Sans parler qu'on s'attaque à une liberté fondamentale, qui est le droit de se déplacer librement. On va pénaliser beaucoup de gens. Ah oui, mais ça c'est un truc qui les touche même pas, quoi. Je veux dire, les droits fondamentaux, que sont-ils devant le commerce? Non, mais si, parce que c'est quand même les gens qui ont fait qu'en 2000, ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, il y a les macronistes, mais il y en a dans tous les pays. Ces gens-là, en l'an 2000, ils ont quand même réussi à faire que, alors que je ne me trompe pas, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est rentrée sous la tutelle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ça date de 2000, des années 2000. Tous les gens ont oublié, peu de gens en ont parlé à l'époque, mais à ce moment-là, nous avions un socialiste au gouvernement, à propos. Sincèrement, comme ça, juste pour noter. Donc tout ceci est quand même une vaste fumisterie, et ces gens-là, cette idée de libéralisme, d'ultralibéralisme, qui est d'ailleurs très très portée par nos amis allemands, parce que juste une toute petite chose sur le libéralisme et l'ultralibéralisme, chacun sait que l'ultralibéralisme, c'est des États forts, et qui font tout pour que le libéralisme puisse vivre et sans contrainte, et attaque toute façon de l'État de pouvoir se protéger simplement du libre-échange. Donc ça, nous le devons à M. Hayek, un Américain qui ensuite ça a été appliqué par l'Allemagne, qui, à l'intérieur de l'Europe, vit comme ça depuis le début, et merci pour eux, s'en sort très bien. Mais c'est le seul pays européen qui s'en sort bien. Et nous sommes 27. C'est un peu triste. Les libertariens appellent le capitalisme de connivence. Parce que les libertariens, c'est encore un autre genre, c'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas d'État. C'est la loi de la jungle sans l'État. C'est ça. Et là, il y a la complicité de l'État. Donc, ce qui fait que... Non, mais ce qui veut dire que pour les libertariens, en tout cas, c'est de toute façon une analyse gravissime. Parce que si un État n'a pas des infrastructures
apporter à sa population. Si la population n'est pas éduquée, si la population n'est pas en bonne santé, si, etc., aucun État n'est capable de faire fructifier quelconque usine. C'est-à-dire que le commerce ne marche pas si les gens sont appauvris. C'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront fait le tour de la Terre, qu'ils auront appauvri tout le monde, qu'est-ce qu'ils feront? Il ne se passera plus rien. C'est-à-dire que le climat n'est pas totalement pillable à merci, et la nature humaine, de la qualité intellectuelle et la possibilité des hommes de travailler, d'avoir des emplois, si elle n'est pas entretenue, ça ne marchera plus. Donc, quelle est la finalité? En plus, c'est une espèce de suicide collectif, doré mais totalement idiot. C'est tellement idiot. Pour la troisième partie de cette vidéo, tu voulais nous parler de l'échec de la politique de Macron à Bruxelles. Oui, parce que ça, c'est pas rien non plus. Macron a basé toute sa politique et la politique française sur l'idée qu'il fallait faire des réformes, qu'il fallait plaire à l'Allemagne, qu'il fallait ne pas dépasser d'un iota les endettements et que si possible en plus les réduire. Et en se disant et en disant, dans sa grande candeur de jeune homme frais et moulu des écoles et des écoles de finance, que ça suffirait, que ça pourrait marcher. Et il a pensé qu'il pourrait convaincre, comme il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, on lui a beaucoup répété petit, il pensait qu'il allait pouvoir donc... C'est Attali qui lui a dit. Oui, c'est Jacques Attali qui lui a dit sans doute, oui, puis M. Minck et puis quelques autres, qu'on n'entend plus par ailleurs, hein. Oui. On les entend plus, ces gens-là. C'est-à-dire les faiseurs de roi, on n'entend plus les faiseurs du roi avec leurs petits dauphins. C'est très inquiétant pour M. Macron. Ça, c'est une petite parenthèse, mais je pense que M. Macron ou ses proches devraient y réfléchir. Bien. Pour revenir à M. Macron, donc, il avait tout basé, il avait fait une sorte de pari, et après je vais lire 2-3 choses, sur céder en fait à cette demande d'ordolibéralisme total de l'Allemagne, de la droite allemande en tout cas, et de toute façon de la politique étrangère de l'Allemagne en général, même d'une certaine soi-disant gauche allemande qui ne voit pas ça d'un mauvais œil. C'est tout simplement une politique souverainiste. L'Allemagne a une politique souverainiste sous couvert de grande ouverture à l'Europe, à condition que tout le monde fasse ce qu'elle veut. Voilà. Alors oui, je voulais simplement signaler une chose. Le 4 décembre, c'est-à-dire hier, tous les projets de réforme de M. Macron pour l'Europe ont été balayés par la Commission des ministres européens des Finances. Alors, j'ai une petite énumération. Pas de taxation pour les GAFA avant 2021. Enfin, quand ça dit avant, ça veut dire qu'on va en reparler. Pas de budget européen, hein, avant les calendes grecques, donc c'est-à-dire c'est totalement refusé. Je rappelle que le budget européen, c'était une idée de pouvoir avoir un budget pour les sociétés européennes, de mettre plutôt un peu plus à égalité et de réduire les inégalités que sont la fiscalité, le dumping fiscal, et le dumping social en Europe. Ça, enterré. Pas de renforcement de l'union bancaire, naturellement pas, puisque le renforcement de l'union bancaire ferait que donc, les Allemands défendraient leur économie interne, dépendrait trop des économies des autres pays européens. C'est une chose auxquelles ils n'accéderont jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Et tous les gens qui s'intéressent à la politique allemande depuis de nombreuses années le savent. Donc le renforcement de l'union bancaire et des mécanismes pour contrer d'éventuelles crises financières avant 2020. Alors en fait, les crises financières, on en a une qui nous pend au bout du nez. Il n'y a strictement rien mis en place qui pourrait se prémunir ou qui pourrait prendre des garde-fous contre une crise financière, je ne sais pas très bien ce qu'on peut y mettre, mais bon. Alors tout ceci au terme de 19 heures de discussion. Alors la réunion s'est achevée mardi 4 décembre sur un accord de façade qui ne mène à rien. L'Allemagne, une nouvelle fois, est parvenue à imposer ses vues. Bon. Et surtout, ce qu'il faut, c'est s'en tenir aux règles et à l'austérité et ne rien changer à un déséquilibre économique et financier qui profite tant à l'Allemagne. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça fait très longtemps qu'on en parle, Mélenchon en a beaucoup parlé, on a pensé, on l'a traité
germanophobe, pardon, ce qui est absolument tout à fait épouvantable. Moi, j'ai quelqu'un sur mon palier que je n'aime pas beaucoup, mais j'ai le droit de lui dire, je ne l'injurie pas, je lui dis, je ne suis pas d'accord avec vous, vous venez vous essuyer les pieds sur mon paillasson tous les jours, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Est-ce que je suis raciste avec mon voisin? Non, je défends mon précaré, je lui dis, arrêtez de m'humilier et de venir essuyer vos pieds sur mon tapis de porte tous les jours. Bon, monsieur Mélenchon, il dit, eh bien écoutez, avec l'Allemagne, il faut se montrer ferme. Il faut y aller et dire, voilà, c'est comme ça, vous voulez pas? Eh bien nous, on ne change pas d'avis, tant pis. Et il faut y aller en force, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être belliqueux, mais il ne s'agit pas de baisser les chines sans arrêt. Ce que font les gouvernements français depuis des années, et qui fait rire, mais à gorge chaude, tous les journalistes allemands, tous les politiques allemands, sur le fameux couple franco-allemand. Couple, il n'y a jamais eu couple. Je veux dire, les Français, ils ne sont pas en couple. C'est une famille monoparentale. Ils se gargarisent. Est-ce qu'on parle de la Convention et du programme des Européennes? Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'on va attendre le week-end prochain qui arrive, là, le 8 et 9. J'ai regardé le programme. Nous sommes quelques-uns à avoir regardé le programme. Bien, c'est tout à fait intéressant. Il y a 2-3 petites choses déjà qu'on peut dire sur un programme comme celui-ci qui est tout à fait intéressant, mais qui n'est pas tellement structuré, malheureusement, et qui est beaucoup un énoncé de choses sur lesquelles nous sommes parfaitement d'accord, mais qui ne donne pas les axes les plus principaux. Alors c'est une proposition de programme. Ça va donc être discuté à la Convention le 8 et 9. Donc on va pouvoir, à la suite de ça, en tirer des éléments plus probants, plus forts et plus porteurs politiquement. Et qu'on espère vont intéresser nos habitants et lecteurs. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, il faudra rester attentif à ce que le fait d'avoir des députés européens, ça sera espérons qu'on pourra faire un groupe, comme on a pu le faire en France, mais dans l'objectif de modifier tout ce qu'on vient de dire sur l'Europe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un exercice de force qui nous attend, donc il ne faut pas lâcher, c'est une lutte incessante, une lutte qui passe par les urnes, mais une lutte tout de même, et si on n'arrive pas à imposer et faire respecter une liberté de gestion à un gouvernement français, nous ne pourrions pas mettre en œuvre l'avenir en commun que nous avons développé dans le cas où M. Macron, par obligeance, par dignité, par élégance, nous céderait la place. Voilà. Et donc, dans tout ça, où est passée la crédibilité de Macron? Ben, je crois nulle part, malheureusement, nulle part. Il a bâti son mandat présidentiel sur un pari. Il a réformé au pas de charge le système français. Alors, on va, petite énumération à nouveau, fiscalité, travail, retraite, sécurité sociale. Et il voulait mettre la France sur le modèle européen, celui qui est souhaité par l'Allemagne, comme nous venons de parler. Et en fait, à la suite de ça, il pensait qu'il allait obtenir le soutien de l'Allemagne pour envisager une réforme, mais qui surtout aurait donné une assez large équité, égalité aux différentes nations, même si c'était long à mettre en place, en tout cas quelque chose qui pouvait peut-être s'envisager. Et en fait, ça a été un leurre complet, puisque les socialistes, M. Sarkozy en premier, qui embrassait à bouche que veux-tu Angela, ensuite M. Hollande sur la pointe des pieds qui en a fait de même, et puis M. Macron qui était aussi extrêmement joueur, facétieux, avec Angela Merkel qui prenait sans doute un peu, vu son âge, une différence d'âge pour sa maman. Donc ces trois présidents de la République nous ont leurrés, ou se sont leurrés, ce qui est encore plus grave, et ils ont pensé qu'ils pouvaient faire plier l'Allemagne. L'Allemagne ne plie pas. La seule chose qui vaille, c'est la force, c'est-à-dire que ce sont des guerres économiques. Il y en a un qui explique très très bien ça, que moi pour ma part j'aime beaucoup, c'est Emmanuel Todd. Il dit, mais tant qu'on n'aura pas compris qu'à l'intérieur de cette Europe, avec l'euro qui devait protéger, l'euro qui devait être un outil contre soit une hégémonie américaine, ou en tout cas une tentation hégémonique américaine,
contre les tentations de la monnaie et puis de l'importation ou de l'exportation asiatique, etc. L'euro devait nous protéger, devait nous donner un levier. Or, en fait, l'euro s'est retourné contre nous et a fait que les Européens se battent entre eux, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence interne à l'Europe alors que ça ne devrait pas exister. Donc nous voilà face à la réalité d'un pouvoir jupitérien et factice. Oui, alors, effectivement, on entend, on comprend, en étant en relation avec les gens, que beaucoup de gens qui avaient eu la tentation de voter pour M. Macron et qui ont voté pour lui, pensant que, après tout, sur une idée assez cocasse, je dirais, parce que ce n'est qu'une idée, mais ça ne peut pas marcher. Ah ben écoutez, c'est simple, on pourrait prendre ce qu'il y a de bien chez les gens de droite, les politiques de droite, et dans les politiques, et ce qu'il y a de bien chez les gens de gauche, et on ferait une politique qui serait quelque chose qui serait pour le bien de tout le monde. Ça, M. Bayrou nous a seriné pendant 40 ans, avec, il ne le disait pas aussi bêtement, mais en gros, c'est quand même ce qu'il disait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après M. Giscard d'Estaing, puis M. Bayrou, M. Macron est arrivé, et on l'a mis comme ça. Il faut dire que la droite et la gauche étaient tellement moqués des gens, hein, je parle des deux derniers, Sarkozy et Hollande, que de toute façon, il y a eu une sorte d'énorme boulevard pour M. Macron. Et les gens, il y a une partie des gens, je dois dire peu politisés quand même, parce que penser des choses comme ça, il faut avoir une vision un tout petit peu courte, je crois, malheureusement, et se sont fait avoir. Ils sont très déprimés et se demandent bien ce qu'ils vont faire aux élections européennes. Et dans tout ce vacarme, le risque n'est-il pas d'en oublier les élections européennes ? Oublier, non, je ne crois pas. Ah oui, je dois préciser que nous sommes aujourd'hui le 7, puisque la fin de l'enregistrement que tu avais fait l'autre jour n'était pas bon, il y avait tu m'as demandé de le recommencer, donc on le recommence. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc on a entendu un peu plus de choses par rapport au premier enregistrement. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer ce week-end et après ce week-end. Ce qu'on espère, c'est que ce week-end ne va pas y avoir de heurts trop forts. Le gouvernement se débrouille tellement mal, on va dire. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais en tout cas, tous les observateurs, y compris les gens qui sont jusqu'à présent été proches de lui, sont très étonnés de voir comment il gère cette affaire-là et surtout donc que va devenir ce mouvement qui lui-même rencontre intérieurement des difficultés. On peut voir qu'on entend différentes choses auprès donc des gilets jaunes qui ne sont pas eux-mêmes des porte-parole mais qui circulent beaucoup pour certains sur les chaînes de télévision ou dans les réseaux sociaux. Moi ce que je pense c'est que ce qui va rester de ce mouvement, bon, il va évoluer, il va avancer. Il peut se passer plusieurs choses. Il peut se passer notamment deux choses. Soit le mouvement, bon, ils obtiennent assez rapidement ce qu'ils désirent, ce que nous souhaitons pour eux, et ce que nous souhaitons pour tout le monde, naturellement. Et à ce moment-là, le mouvement a tendance comme ça un petit peu à repartir un peu d'où il est venu. L'autre hypothèse, c'est qu'ils arrivent à obtenir quelques choses, quelques avancées supplémentaires, ce que nous leur souhaitons toujours naturellement, mais il peut y avoir une constitution, un réveil qui soit, je dirais, politique, et à ce moment-là, en fait, la campagne va commencer globalement, après traditionnellement les fêtes de fin d'année, on va dire le 15 ou 20 janvier, hop, c'est reparti. D'ici là, M. Macron aura peut-être demandé à changer de gouvernement, pensant que ça va arranger les choses, c'est-à-dire, hop, j'entourloupe, je fais une autre petite, hop, je sors de mon chapeau quelque chose. On ne sait pas qui il mettrait, sincèrement, de compétent d'ailleurs, parce que quand on voit combien il a eu de mal à changer son ministre de l'Intérieur. Donc, la campagne va reprendre début d'année, sans doute, vers le 15 janvier. On va espérer que le mouvement n'aura pas pris une ampleur qui soit trop, en tout cas violente, que le mouvement continue, qu'il y ait des avancées, et des avancées sociales, ça c'est très bien. Ce qu'il faut éviter, c'est la violence, parce que la violence, irrémédiablement, se retournera vers le peuple. C'est toujours comme ça que ça se fait. Parce qu'après, on fait appel à la violence légitime de l'État, nous en parlions l'autre jour, et là, évidemment, le peuple n'est jamais gagnant. Donc,
Ce qu'on peut espérer, c'est que les gens auront compris que pour obtenir quelque chose, que pour changer la politique nationale française, il faut aussi permettre de desserrer le carcan à Bruxelles, de la Commission, faire tomber ce carcan, en allant jusqu'à, je ne sais pas, on peut tout imaginer, là toutes les options sont ouvertes sur cette transformation à l'Europe. Il faut, nous, insoumis, que nous rappelions une chose qui s'est passée, qui existe toujours d'ailleurs, c'est qu'en Grèce, les gens sont tellement appauvris qu'ils n'ont même plus la force d'aller manifester. À part quelques-uns, ce pays est dans un délabrement, je trouve ça criminel, nous trouvons tous ça criminel. Cet euro, eh ben c'est tout loupé, cet euro, à cause de... Toujours pareil, on revient sans arrêt ces deux choses, c'est-à-dire ce dumping fiscal et ce dumping social, ça c'est la plaie, c'est-à-dire que l'euro ne peut pas être une monnaie qui soit une monnaie commune et équitable, à partir du moment où il y a toutes ces règles qui sont là. Donc c'est ça qu'il faut détruire. La première chose à faire tomber, c'est cette injustice-là. En gros, la Macronie doit être mise à bas, sans violence, il faut que ça se passe effectivement dans les urnes. Il nous faut peu à la France insoumise pour que nous devenions un mouvement majoritaire dans le pays. Il nous en faut peu pour être heureux, comme il disait Mélenchon hier, que nous avons vu à l'Assemblée, qui disait « Nous vivons des moments heureux ». Il a été hué, ça a été absolument pour une catastrophe pour ces gens pensant qu'il était en train de promouvoir la violence. En fait, il était en train de dire tout simplement, nous vivons des moments heureux parce que le peuple relève la tête, parce que les gens se défendent tout seuls, parce que nous avons un projet de société à vivre en commun et non pas les uns contre les autres. Donc c'est une période heureuse, mais comme toute période qui doit changer, elle passe par des heurts. Mais il ne faut pas avoir peur de l'opposition. L'opposition, c'est normal. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on me fait signe que je suis un peu long, ce qui est vrai. Je suis désolé, c'est un petit peu trop délayé. Ciao, On se dit à la semaine prochaine. Un pouce bleu. Alors, un pouce bleu, voire deux, même si vous pouvez, mais je crois qu'on ne peut pas. mais un pouce franchement bleu, allez-y. Et on n'oublie pas de s'abonner. Et on n'oublie pas de s'abonner, tu as raison Jocelyn, bien sûr.